À la une de l'actualité ce soir, la récolte bat son plein au Burkina Faso et la moisson s'annonce fructueuse sur une grande partie du territoire. C'est le cas dans l'Est et la boucle du Moun. Mais dans les hauts bassins, c'est un bilan contrasté que nous présentent les producteurs de la région. Dans ce journal, images et commentaires. Et puis grève et manifestation des enseignants pour protester contre des agressions d'enseignants et des nominations. La situation des mandatés en fin de mois de novembre. L'actualité au ministère de l'Éducation nationale est aussi bousculée que brûlante. Pour avoir des éclairages, le ministre Jean-Martin Koulibaly est notre invité. Et puis la compétence des enseignants burkinabés en médecine récompensée à Dakar. 17 nouveaux agrégés viennent brillamment de réussir à leur concours. De retour au pays, ils ont eu droit à un accueil chaleureux. Vous le verrez dans ce journal. En France, le premier tour du primaire de la droite et du centre s'achève. Les premiers résultats devraient être particulièrement commentés, mais déjà des candidats crient à la fraude. Mais qu'à cela nous tienne, les premiers résultats de ce scrutin à suspens tomberont dans la soirée. Ce sont là les titres du 20h. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver. Mais pour commencer, une coopération excellente, c'est bien celle entre le Burkina Faso et l'Italie. Elle date d'un quart de siècle à présent. Une présence italienne marquée par les ONG et autres associations au Burkina. Qu'est-ce que le pays gagne dans ces échanges? Éléments de réponse avec Yulan Lompo et Mariam Dao. Cette première édition des Journées de coopération italienne avait pour finalité d'informer et de sensibiliser le public burkinabé sur les projets et programmes de l'Agence italienne pour la coopération. Une coopération vieille de plus de 2 décennies qui a permis aux Italiens d'intervenir dans plusieurs domaines de développement au profit des populations. Nous travaillons surtout dans le secteur rural, développement rural et dans la santé. Mais cette année, nous avons aussi introduit un nouveau secteur, celui de la formation professionnelle et de la création d'emplois. Notamment, nous allons travailler dans le centre-est, mais aussi dans le nord et dans le Sahel. Diverses activités culturelles sont au menu de ces journées. Et la présente exposition devrait permettre aux ONG et associations, mais aussi aux entreprises italiennes installées au pays des hommes intègres de mieux se faire connaître. Il y a un projet qui est soutenu par la coopération italienne, qui est basé dans le sud-ouest et qui s'appelle Tiamaroir, qui intervient spécialement dans le domaine de la lutte contre la malnutrition, de telle sorte que effectivement accompagner les communautés à prendre conscience pour effectivement lutter contre la malnutrition dans la région du sud-ouest. Le nouveau programme 2016-2018 de l'Agence italienne pour la coopération veut accorder une place de choix à la création d'emplois au profit des jeunes. D'où le thème de cette édition, l'emploi, une clé pour le développement durable. Le Burkina Faso enregistre de nouveaux professeurs agrégés en sciences de la santé. Ils sont 17 à arriver jeudi de Dakar où ils ont réussi brillamment au concours d'agrégation du CAMES, le Conseil africain malgache pour l'enseignement supérieur. Avec cette nouvelle cuvée, c'est la médecine burkinabé qui se renforce pour la prise en charge efficiente des malades. Explication, Nyarkitida. À 32 ans, Ibrahim Alain Traoré devient professeur agrégé. Anesthésiste réanimateur et major de son jury, il est de la cuvée des tout nouveaux professeurs agrégés burkinabés en sciences de la santé arrivés de Dakar. Partis au nombre de 19 dans la capitale sénégalaise, 17 ont été jugés dignes de revêtir désormais la toge des professeurs de faculté des sciences de la santé. Et là, on revient avec un sentiment de fierté, de travail accompli. Et on se dit qu'il y a encore beaucoup de choses à faire pour essayer d'améliorer la qualité des soins dans nos différentes spécialités. Nous sommes outillés pour être vraiment efficaces davantage pour notre pays et pour l'encadrement des étudiants en médecine. C'est un travail relativement long et qui a besoin d'être soutenu d'abord par les institutions auxquelles nous exprimons toute notre reconnaissance et notre gratitude. 90%, c'est le taux de succès pour le Burkina à ses 18e concours d'agrégation du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur CAMES au profit de la santé. 200 candidats de 19 pays étaient au starting block et le Burkina s'est bien identifié au dire des encadreurs qui se réjouissent
des résultats engagés. Alors nous sommes très honorés de ce taux de succès. Il faut dire que le Burkina Faso s'est toujours distingué par la qualité des enseignants que nous présentons aux différents concours du CAMES. Et encore aujourd'hui, c'est 17 professeurs que nous avons accueillis et qui vont venir aider à la prise en charge des patients au niveau de nos structures hospitalières, mais aussi contribuer à l'enseignement dans les différentes universités. Le Burkina Faso revient avec au moins 5 majors. Donc vous voyez que dans les disciplines, au sein des jurys, vous avez des disciplines. Et il y a plusieurs pays qui compétissent dans la même discipline. Et le Burkina Faso s'est toujours distingué et nous avons ramené que des majors. Les lauréats accueillis ce jour dans une ferveur sont issus de l'université Ouaga 1, professeur Joseph Kizerbo, et l'ISA, l'Institut supérieur de la santé de Bobo-Dioulasso. On en vient à la page entretien de notre journal. Grève et manifestation des enseignants pour protester contre des agressions d'enseignants ou des nominations. La situation des mandatés en cette fin de mois de novembre. L'actualité au ministère de l'Éducation nationale est aussi bousculée que brûlante. Je le disais en titre, le ministre Jean-Martin Koulibaly est notre invité. Bonsoir, monsieur le ministre, et merci de venir répondre à nos questions. Bonsoir, monsieur Kindo. Oui, et juste une réaction à propos de ces agrégations. 17 agrégés en médecine, du renfort pour la médecine burkinabé, une satisfaction pour le gouvernement dont vous faites partie. Une très grande satisfaction, je dois le dire, et dire que cette satisfaction, c'est le couronnement de l'ardeur au travail, de l'engagement, et c'est ce que le gouvernement veut promouvoir. Il faut que les Burkinabés sachent que on ne peut réussir que par le travail et encore le travail. Donc je voudrais ici très chaleureusement féliciter les lauréats et les souhaiter bon vent, qu'ils réinvestissent ces connaissances-là au profit de meilleurs soins pour les populations. Oui, je le disais en titre, il y a un certain nombre de problèmes au niveau du ministère de l'Éducation nationale. D'abord, à Manga, l'agression d'un enseignant qui a occasionné l'arrêt des cours depuis quelques jours à présent. De quoi s'agit-il exactement? Il faut dire que c'est vraiment une situation proprement regrettable, un acte inqualifiable, que le gouvernement voudrait condamner vraiment avec toute énergie, parce qu'il n'est pas admissible qu'un parent d'élève de surcroît lève la main sur un enseignant, quelles que soient les raisons qu'on pourrait avancer. Alors, le lycée départemental de Gogo connaît effectivement depuis quelques années des difficultés. Il y a une espèce de crise qui est là depuis 4 ans. Et déjà, l'année dernière, l'administration a dû procéder à l'affectation de près de 75% du personnel pour des questions de relations avec les communautés. Et puis, il y a eu ce problème qui est intervenu le 10 novembre et qui est parti d'un fait qui, normalement, est un fait qui rassemble. Le décès du parent d'une élève. Et l'enseignant a jugé bon que les autres élèves aillent présenter les condoléances à la famille. Et dans ce geste-là de soutien, de compassion, il y en a 4 qui ont fait défaut à cette initiative. Et il a été demandé à ces 4-là d'expliquer à l'administration les raisons de leur absence. Comme il y avait peut-être pour certains pas vraiment de motif valable, bon, une des élèves est allée voir ses parents pour en parler et le parent a débouché à l'école pour invectiver, semble-t-il, donc des injures à l'endroit du personnel. Et c'est ensuite que ce parent a rencontré le professeur principal, initiateur de l'activité au marché. Dans les échanges, ça a dérapé et effectivement, il en est arrivé, en tout cas selon ce que dit le rapport, à porter la main sur l'enseignant. Je voudrais ici rappeler que depuis l'installation du gouvernement, je n'arrête pas de répéter que la question de l'incivisme, ces questions-là, ce ne sont pas seulement des questions de l'école, c'est aussi des questions des adultes. Vous voyez, là, il s'agit d'un adulte qui se permet, qui plus est parent d'élève,
lève la main sur un enseignant pour des questions relatives à l'école. Ce n'est pas admissible, ce n'est pas acceptable. Maintenant, il faut aussi, à côté de ça, je voudrais inviter les enseignants à entendre aussi l'appel qui leur a été lancé par la communauté qui est de là-bas, parce que très rapidement, les responsables coutumiers, religieux, le curé, l'imam, le chef coutumier ont pris à bras le corps le problème. Ils ont exigé que le parent en question présente des excuses publiques, reconnaisse qu'il n'a pas agi correctement. Et je crois que nonobstant tout cela, c'est aussi dans les rapports humains, c'est des choses qui arrivent. Et quand on demande pardon, on présente les excuses, il faut qu'en face aussi, on sache aussi accepter cette demande de pardon-là. Et c'est à ça que j'invite les enseignants en disant que, bon, cela est arrivé, ça ne devait pas arriver, mais vu la mobilisation de la communauté, quand même, l'engagement de ces différents responsables-là, il faudrait que les enseignants sachent aussi écouter cet effort-là qui est fait et ces engagements qui sont pris et remettre le système de l'école en fonctionnement assez rapidement. C'est en tout cas ma demande ce soir à leur adresse. Oui, et depuis quelque temps, ces enseignants, selon certaines sources, estiment qu'il faut également un acte fort du gouvernement pour que, sur tout le territoire, on puisse ne plus constater ces actes souvent portés à l'encontre de ces encadreurs, de ces éducateurs. Je voudrais dire à ce sujet, c'est quelque chose qui est collectif. Un gouvernement ne peut pas décréter quelque chose. Il y a des règlements et des lois qui sont là, qui protègent l'ensemble des citoyens. J'ai d'ailleurs ouï dire que l'enseignant en question a porté plainte contre le parent qui l'a violenté et les textes lui permettent de faire ça. Au-delà de ça, je vois difficilement un gouvernement prendre d'autres mesures qui vont au-delà de ces textes qui existent déjà. Ce que je dis, c'est d'inviter les parents que nous sommes à accompagner d'une autre façon les enseignants à qui nous confions l'éducation de nos enfants. Nous devons être des partenaires de proximité de ces enseignants, discuter avec eux, avoir le souci de comment ça se passe entre eux et nos enfants, et donc améliorer nos relations avec eux. C'est une délégation que nous faisons à l'école de prendre une partie de la responsabilité qui est la nôtre. Nous devrions avoir d'autres rapports avec les enseignants, et c'est à ça que j'invite vraiment tous les parents du Burkina. Et soyez proches de vos enseignants, soyez communicatifs, aidez les enseignants plutôt que d'être ceux-là qui mettent en difficulté les enseignants dans leur rôle capital pour tout pays. Je rappelle que l'éducation, c'est le fondement du développement de tout pays. Oui, et à Gawa également, une nomination fait beaucoup de bruit et il semblerait que c'est un inspecteur de l'enseignement primaire qui a été nommé et que les enseignants du secondaire recusent. Qu'en est-il exactement et comment le gouvernement compte aplanir toutes ces difficultés pour qu'il n'y ait pas un effet boomerang sur le territoire? Bon, c'est une question à laquelle j'ai déjà répondu plusieurs fois et j'ai souvent expliqué qu'il a plu au chef de l'État d'avoir une vision holistique de ces différents niveaux de notre système éducatif. Et que les questions de hiérarchie de cette façon dans des nominations n'étaient pas tout à fait une réalité. Parce que quand vous prenez le niveau du préscolaire et du primaire, l'enseignant, l'inspecteur de l'éducation de base, là, il est au sommet de la pyramide. Vous prenez le secondaire, l'inspecteur de l'enseignement secondaire est également au sommet. Donc on ne peut pas dire que si les uns et les autres se retrouvent en situation de collaboration par une nomination, qu'il y a mise en sous-ordre. Jusqu'à présent, je m'évertue à expliquer cela. Mais au-delà de tout cela, j'ai indiqué que j'étais très ouvert pour que l'organigramme soit relu afin d'y corriger ces situations si les gens
estiment que leur vision est celle qui doit prévaloir, parce que nous devons tous avoir un consensus pour pouvoir travailler ensemble pour le bien de notre système éducatif. Donc, à Gawa, ce que je n'ai pas compris, c'est qu'ayant quand même pris l'engagement, selon les demandes qui ont été formulées, de relancer la relecture de l'organigramme, qu'on refuse de travailler et qu'on me demande de nommer une autre personne dans le cadre d'un organigramme qu'ils récusent eux-mêmes. J'ai demandé qu'on attende l'aboutissement des travaux de la relecture de l'organigramme et que dans ce cadre-là, les nouvelles propositions qui vont en sortir vont nous permettre de faire de nouvelles nominations en conformité donc avec ces propositions-là. Donc je leur demande tout simplement d'être en cohérence avec leurs propres demandes de relecture de l'organigramme. C'est déjà fait, je crois qu'ils ont soumis leurs résultats, que j'ai d'ailleurs aussi transmis aux partenaires sociaux pour recueillir leurs observations avant que nous allions à la validation la semaine prochaine, le 24. Donc nous n'en sommes plus tellement loin. Je pense qu'il est proprement inutile de mettre en difficulté notre système pour une question qui a déjà trouvé une réponse à leur demande. Et donc ces propositions vont régler pour longtemps ces questions de nomination? C'est le cahier des charges que j'ai donné au comité qui a été mis en place à cet effet. Et puisque ce sont les syndicats eux-mêmes qui ont porté cette préoccupation, j'espère que leurs propositions, tout en étant réalistes, applicables, vont permettre de régler ces questions-là. C'est de leur propre responsabilité aussi d'amener les propositions pour permettre de régler cette question. Parce que, comme je l'ai dit, nous avons eu cette vision qui ne semble pas être partagée par eux. C'est à eux de venir avec les propositions, et j'insiste là-dessus, qui sont réalisables et qui sont applicables. Voilà. Donc nous verrons bien le retour. Je crois qu'on attend leur retour le 22 et nous envisageons de faire la validation de ce nouveau organigramme, en tout cas dans la famille éducation le 24. Et ensuite, moi, je porterai le dossier au niveau du gouvernement pour faire adopter ce sur quoi nous aurons convenu. Oui. Et on termine, Monsieur le ministre, par ces mandatés de novembre 2016. Est-ce qu'il y a toujours des agents qui ne sont pas passés à la caisse? Il doit y en avoir, parce que la question du mandatement, c'est aussi une question de constitution de dossier. Il y a des gens dont les dossiers comportent des erreurs et qui n'ont pas pu être traités jusqu'au bout, puisqu'il manque parfois des pièces où il y a des éléments qui manquent. Mais le dossier ne peut pas être traité jusqu'au bout. Mais le DRH avait déjà fait le point, mais rapidement, si on prend les sortants de l'ENEP de 2016, il y en avait 2690. Sur les 2690, il y en a 2590 qui ont été mandatés. Il en reste donc 100 qui ont été mandatés pour novembre. Si on prend les IAC, il y en avait 3000 qui ont été recrutés sur mesure nouvelle en 2016. Sur les 3000, il y en a 2839 qui ont déposé les dossiers. Ça veut dire déjà il y en a qui n'ont pas déposé leurs dossiers. Et sur ceux qui ont déposé les dossiers, il y en a 2778 qui ont été mandatés. Il y a 61 dossiers donc qui restent et dont 53 vont être mandatés ou ont été mandatés pour novembre. Les 8 autres ont été rejetés pour des erreurs, ce que j'expliquais tout à l'heure. Ensuite, vous avez les professeurs de lycée et collège, des mesures nouvelles de 2015, ils sont 900. Sur les 900, il y en a 806 qui sont mandatés et 94 dossiers qui restent, donc 92 sont mandatés ce mois de novembre-là. Les 2 dossiers qui restent sont des dossiers qui comportent des erreurs. Ensuite, vous avez le dernier lot qui sont les professeurs titulaires de l'IDS, donc ils sont 2148, et ceux qui sont de l'UNSK, ils sont 1863, qui seront tous mandatés en novembre. Mais je veux souligner que le retard qu'a accusé le mandatement de ces professeurs titulaires est lié à la réception tardive des dossiers en août, et donc avec une transmission, puisque ça se fait au niveau des différentes structures,
la DRH n'a pu recevoir les dossiers qu'en septembre 2016. Donc, je voudrais enfin finir par dire que il faudrait que nous sachions aussi saluer les efforts qui sont faits. Cette année, il faut le dire très franchement, et j'en félicite la DRH, ils ont abattu un travail important. Je voudrais rappeler que sur les 147 000 fonctionnaires que compte notre fonction publique, le MENA gère aujourd'hui 91 000. Donc c'est pour dire le travail que nous avons, et je voudrais inviter ceux dont les dossiers comportent des erreurs à venir regarder ou à appeler à la DRH pour savoir qu'est-ce qui manque, etc., afin de compléter leur dossier. Parce que nous avons donné des instructions très fermes cette année de dire que personne ne devrait aller prendre son poste sans être mandaté, parce que nous connaissons l'incidence que ça a sur la mise en œuvre de l'éducation dans les différentes structures d'éducation. Merci à vous, M. Jean-Martin Koulibaly, d'être venu nous donner toute cette lumière sur ce que l'actualité au ministère de l'Éducation nationale. Vous restez avec nous pour la suite du journal. Merci. Et le grand format de ce journal, le sourire des producteurs de l'Est du Burkina. Les récoltes agricoles sont appréciables dans la région en dépit de l'installation tardive de la pluviométrie. À Waboado, une commune de la localité de Bogandé, Larba Sinabou, un producteur sémencier, s'investit dans les cultures vivrières et de l'antre. Aujourd'hui, il est satisfait en fin de saison. Ce chef de ménage affirme même que sa famille mangera à sa faim cette année jusqu'à la saison à venir. Explication avec Mahamadi Ouedraogo sur place à Faran Gourmand. Nous sommes chez Larba Sinabou, un agriculteur de Wabouadi dans la commune de Bogandé à l'est du Burkina. Son quotidien en cette période de récolte, s'occuper de ses animaux et de ses travaux champêtres. Je cultive du maïs, du sorgho, du niébé, des arachides et autres spéculations dans mes champs. Dans les champs agricoles de ce chef de ménage de 2 femmes et de 6 enfants, la moisson est meilleure que la campagne écoulée, malgré quelques craintes observées en début de saison. En tout cas, cette année, mes épis de mil et de sorgho sont en bonne forme. Mes greniers sont pleins plus que la campagne passée. Je suis content de mes cultures. Grâce à l'agriculture, ce quinquagénaire ne manque pas de quoi assurer les besoins alimentaires de sa famille et combler le cortège des événements socioculturels comme les funérailles et les fêtes coutumières. La moisson est également utilisée à d'autres fins. Grâce à l'agriculture, ma famille mange à sa faim. J'arrive à s'occuper des frais de soins et de scolarité de mes enfants. J'ai pu payer une vingtaine de bovins et de moutons, les vélos des enfants et ma moto. Sur mon lopin de terre, j'ai récolté 5 plats de petits pois, une trentaine de sésames. Pour les arachides, les récoltes se poursuivent, mais je compte avoir plus de 6 sacs. Souvent, je vends ces récoltes pour payer mes vêtements et des animaux. Parfois, j'aide mon mari pour les frais de scolarité des enfants. Cet exploitant agricole qui pratique une agriculture intensive bénéficie d'un encadrement technique des agents de l'agriculture de Bogandé depuis 3 saisons. On les apprend en tout cas à faire les ailes, voilà, et les demi-lunes, voilà, aussi en tout cas les cordons pureux, pour en tout cas récupérer l'air sol, comment il faut appliquer les engrais minéraux, la fumure organique, tout ça là en tout cas on les apprend. Larba Sinabou confie que les producteurs convertis aux nouvelles techniques culturelles pourraient augmenter plus leur production si les difficultés liées au stockage des récoltes, à l'accessibilité des intrants agricoles et à l'écoulement des produits sont levées. Sentiment de joie à partager aussi dans la boucle du Mouhoun. La moisson s'annonce fructueuse. À Massala, un village de la commune de Dougou, la famille d'Akio compte récolter plus de 7 tonnes de céréales, une production qui dépasse le stade d'une simple consommation. Constat avec Karim Ouedraogo sur place à Dougou. Il est 7h30 à Massala, un village situé à environ 8 km de Dédougou.
Isiaka Dakio s'apprête à rejoindre sa famille au champ pour les récoltes. Aujourd'hui, ses frères et connaissances ont décidé de lui donner un coup de main. Une fois au champ, pas de temps à perdre. Tout le monde s'est mis au travail. On a commencé les récoltes au fin octobre. Donc, on quittait la maison, au plus tard c'était 7h30. Voilà. Donc, si c'est dans la soirée, au retour, ça c'est 17h30. Bon, le maïs, le même, ça c'est bien, presque à 2, ça va finir aujourd'hui. Ça va se finir aujourd'hui. Le maïs, ce petit sorgho là aussi, bon, demain, on va aller enlever ça aussi. Voilà, ça va finir demain aussi. Isiaka Dakio travaille avec son frère cadet, tous deux mariés. Leur champ est à environ 5 km de leur habitation. Sur une superficie de 8 hectares, ils attendent plus de 7 tonnes de céréales. La saison de cette année, en tout cas, bon, dès qu'ils ont commencé, il y a eu des inondations. Voilà, bon, vers chez nous, bon, il y a des côtés, sur mon champ de coton en tout cas, il y a eu des inondations là-bas, mais si c'est au niveau des maïs et sorgho et sésame là, bon, en tout cas, là-bas, il n'y a pas de problème. Ça a bien donné. Donc, quant au maïs, en tout cas, bon, comme la pluie, bon, c'est un peu, ça c'est bien donné. Il tire vers 120. C'est ce que j'estime. 120 sacs. Voilà, sur les sacs de 50 boîtes. Voilà, parce que j'ai déjà fait passer quoi. Voilà, donc si c'est le sorgho là, ça va, ça peut vouloir les 18 sacs. Voilà, et le sésame, 4 sacs. La famille Dakio ne cultive pas uniquement pour consommer. Et c'est au mois de mai, à l'approche de l'hivernage, qu'elle procède à la vente. Mais avant, il faudra bien conserver ses céréales. Bon, le sésame, c'est pour vendre, et puis le mil aussi. Bon, pourtant, bon, le maïs qu'on a fait là, bon, on ne peut pas tout manger, quoi. Donc, il y aura un stock, on va vendre. Le mil, en tout cas, c'est pour vendre. Si on fait le mil, c'est pour vendre. Voilà, c'est comme ça. Le sésame aussi, c'est pareil, ça, c'est pour vendre aussi. C'est peut-être, tu vois, le mil, c'est pas un peu séché. Bon, comme tu es trop pressé, tu bats ça, tu mets dans les sacs. En tout cas, 2 ou 3 mois comme ça va commencer à se gâter. Voilà, sinon c'est comme ça. Si tu ne veux pas mettre de produit en tout cas, il faut laisser ça sécher lui-même avant de battre et puis avant de mettre dans les sacs. La Boukou de Mouhoun, grenier du Burkina, atteint une production céréalière de plus de 896 000 tonnes cette saison. Si pour certains la moisson est bonne, ce n'est pas le cas pour d'autres. Daouda Souma-Ouattara et Menton Traoré sont deux agriculteurs qui excellent dans la production céréalière au niveau de la région des Hauts-Bassins. Rencontre avec ces deux producteurs qui dressent un bilan contrasté dans ce reportage signé Hassan Gourabou et Moussa Sanou. Kourouma, dans la province du Kénédougou, Daouda Souma-Ouattara est un agriculteur qui réside ici. Cette année, l'homme a exploité 20 hectares, dont 5 à maïs. Il vient de terminer sa récolte, une récolte qui lui donne 12 tonnes et demie de maïs, une production légèrement supérieure à celle de la campagne précédente. J'ai mis de fausse fumier et depuis l'hivernage, j'ai commencé tôt aussi à labourer mon champ et semer logiquement. Bon, vraiment, au début là, bon, je ne suis pas retardé aussi. Donc, à cause de ça, la production a bien donné. Et pourtant, rien ne laissait présager un tel résultat tant le début de la campagne a été marqué par une inondation et la fin par une sécheresse. Si pour Daouda Souma-Ouattara, le bilan de la campagne est satisfaisant, ce n'est pas le cas pour ces paysans de Faramana dans la province du Houé. Cette année, la production céréalière n'a pas été bonne pour moi. Cela est dû à la mauvaise pluviométrie, surtout aux inondations. J'ai même renoncé à cultiver le sorgho. J'ai seulement fait du maïs, 19 hectares. La récolte du maïs est toujours en cours chez Menton Traoré. Selon ses estimations, il attend 80 tonnes de maïs, à peu près la moitié de la récolte de la saison précédente. La récolte du vieux Traoré, tout comme celle de Daouda Souma-Ouattara, va servir à prendre en charge les besoins de la famille. On va manger, on va vendre aussi. Pour si un enfant est malade, on peut l'amener à l'hôpital. Si les enfants sont travaillés comme ça, là, il faut que tu construis des maisons, tu achètes des motos
tu ne fais pas ça vraiment avec leur mariage aussi. Maintenant, on ne veut plus rester inactif. Après la campagne agricole pluvieuse et en attendant la prochaine campagne, on s'adonne au maraîchage qui nous procure aussi beaucoup de bien. En attendant la compilation des chiffres et la fin des récoltes, selon les techniciens, la campagne agricole pluvieuse s'est globalement bien déroulée dans les hauts bassins. À la campagne précédente, cette région était la première dans la production céréalière avec plus de 800 000 tonnes. Et c'est dans ce contexte qu'une unité de production sémencière fait ses débuts à Bamon dans la province du Houé. L'œuvre est de la coopération allemande à travers le projet Possible, le projet Centre d'innovation verte. Avec cette innovation, Nafaso, l'entreprise bénéficiaire, pourra couvrir les besoins sémencières de toute la sous-région ouest africaine. Le film de la cérémonie avec Ahadi Sandamba. C'est une unité mobile de traitement et de conditionnement des semences qui est présentée ici aux entrepreneurs sémenciers et producteurs agricoles venus du Bénin, du Ghana, du Mali, du Nigeria, du Togo et bien entendu du Burkina Faso. Un appareil qui sert à nettoyer, à calibrer et à trier les semences agricoles. Et pour cette séance de démonstration, c'est du sésame qui a été traité et conditionné à des fins de semences. Une technologie rendue disponible grâce à la coopération allemande via le PROCIV, le projet Centre d'innovation verte. On a vu que le Burkina Faso est capable de produire un riz de qualité, compétitif avec les importations. Pour ça, il faut maîtriser toute la chaîne. Et au cœur, il y a la question des semences. Seulement les semences saines produisent aussi un riz paddy de qualité. Technologie de dernière génération en la matière, l'unité est à la disposition de l'entreprise de production sémencière Nafaso de Burkina Faso. Nous avons eu à traiter des semences et nous l'avons remis effectivement dans cette machine et nous avons vu des déchets sortir qui nous ont vraiment surpris. Parce que quand on l'avait traité, on ne voyait rien. Et quand nous l'avons remis dans la nouvelle machine, nous avons vu énormément de déchets. L'appareil a une capacité de production estimée à 30 tonnes de semences par jour. Une production qui pourra satisfaire aux besoins en semences de la sous-région. Mais avant cette démonstration, les différents participants ont eu une séance de partage d'expérience en matière de production sémencière. Pour refermer cette page campagne agricole dans la province de la Kompenga, un nouveau venu dans les projets de développement et qui vient conforter les producteurs agricoles. C'est le projet de sécurité alimentaire dans l'est du Burkina qui travaillera à une gestion durable et sécurisée des ressources naturelles. Mamadi Ouedraogo sur place à Faran Gourma pour le compte-rendu. Le nouveau projet de sécurité alimentaire qui compte intervenir dans 10 filières agro-silvopastorales vient d'être lancé à l'est du Burkina Faso. Il vise à améliorer et à sécuriser des ressources naturelles et des terres agricoles de la région de l'Est. Le projet a 4 composantes. Une première composante qui porte sur les infrastructures d'appui à la sécurité alimentaire. Une deuxième composante qui porte sur le renforcement de la productivité des filières agricole et d'élevage, et une troisième composante qui porte sur la gestion durable des territoires et la sécurisation foncière, et une dernière composante qui s'occupe de la coordination et de la gestion donc, de l'unité de gestion. Pour une mise en œuvre effective du dit projet, initiateurs et acteurs se sont accordés les violons sur les différentes stratégies d'intervention et des modalités d'exécution. Nous sommes totalement heureux d'accueillir un tel programme dans notre région. Nous sommes suffisamment rentrés dans le discours, dans les formations, dans les ateliers. Nous voulons maintenant qu'ils viennent, qu'ils nous donnent ce qu'ils doivent donner, ce qu'ils ont promis. Financé par l'Agence française de développement à hauteur de 22 milliards de francs CFA, le projet sécurité alimentaire dans l'est du Burkina Faso a une durée de 5 ans et couvre la période 2016-2021. Folie de mode acte 8, c'était hier dans la soirée à Ouagadougou, un défilé de mode qui a surtout mis en exergue des collections de haute couture de créateurs comme Bazemse, François Ier ou Koro Deka. Satisfecit et émerveillement étaient les maîtres mots cette soirée dédiée à la mode africaine. Aimé Solange Guigma.
Le pain coco d'Onda de Bobo Dioulasso a l'honneur sur ce podium de Folie de mode Acte 8. À travers cette collection conciliant tradition et modernité qui fait revivre ce pain au motif rayures et étoilé du quartier de Koko, le styliste burkinabé Bazemse entend magnifier les femmes de la ville de Sia. Magnifique marié signé Bazemse. Le pagne, le corps, quand je l'ai mis en valeur, parce que pour moi, c'était rendre hommage à nos mamans depuis Bobo, parce que je sais que c'est là-bas le pagne a commencé. Et aujourd'hui, moi, je rends hommage à toutes ces femmes parce qu'elles font du beau travail. Et aujourd'hui, je veux que ce pagne soit l'un des pagnes les plus recommandés au Burkina Faso. Ont également défilé sur ce podium de la 8e édition de Folie de mode, parrainée par l'épouse du chef de l'État Sika Kaboré, des créations de stylistes venus de la Côte d'Ivoire, du Tchad, du Bénin, du Gabon et du Burkina. Des collections qui ont émerveillé l'assistance et redonné à la mode africaine ses lettres de noblesse. L'objectif de Folie de mode ce soir, c'est atteint. Et je pense que Folie de mode, c'était ouvrir la parenthèse pour dire qu'après tout ce qui s'est passé, le Burkina revit, le Burkina émerge avec ses grands talents de la mode. Satisfaction de joie. On a même l'impression que là, Ouagadougou veut arracher plat tournant de la mode en Afrique. Mais on ne va pas vous laisser vous le faire si vite. Ouais. Sinon, bravo à Bazemse. Ce défilé de mode a été ponctué de prestations d'artistes musiciens du Burkina. Folie de mode Acte 8 est terminée. Rendez-vous est pris pour 2018 avec encore de nouvelles créations de la mode africaine. À l'étranger, en France, le premier tour du primaire de la droite et du centre s'achève. Les premiers résultats devraient être particulièrement commentés, mais déjà, des candidats crient à la fraude. Mais que cela ne tienne, les premiers résultats de ce scrutin à suspense tomberont dans cette soirée même. La droite française se choisit son candidat à la présidentielle. Le premier tour de la primaire a lieu ce dimanche dans 10 000 bureaux de vote. 6 personnalités LR et le chef du parti chrétien-démocrate sont sur les rangs, dont un trio de tête formé par l'ancien président Nicolas Sarkozy et 2 anciens premiers ministres, Alain Juppé et François Fillon. François Fillon qui a été le premier à voter ce matin et qui est l'auteur d'une forte remontée dans les sondages ces derniers jours. Bruno Le Maire, Jean-François Copé, Nathalie Kosciusko-Morizet et Jean-Frédéric Poisson ne sont crédités, eux, que de peu de voix. Entre Alain Juppé, Nicolas Sarkozy et François Fillon, la compétition va être serrée. On connaîtra dans la nuit les résultats définitifs et les 2 finalistes seront départagés au second tour, dimanche prochain. C'est la première fois que la droite française organise un tel scrutin, de surcroît ouvert aux électeurs de tous bords, pour peu qu'ils versent 2 € et reconnaissent partager les valeurs républicaines de la droite et du centre. Eh bien, je pense que c'est ça qui marque un coup d'arrêt. Si la présidentielle était organisée aujourd'hui, le second tour, selon les sondages, verrait s'affronter un candidat de droite contre Marine Le Pen. Du tout par les gouvernements Hollande. Et puis Là, je le disais, les premières tendances, pour ne pas dire les premiers résultats, à la fermeture des urnes commencent à tomber. Fillon est crédité de 48,2% pour l'instant, suivi de Alain Juppé, 26%, et de Nicolas Sarkozy, 24%. Mais je précise que ce ne sont que des tendances. Dimanche Sport à présent, je reçois Mahamadi Wena du service des sports. Wena, bonsoir. Bonsoir Fousseni. Merci de venir nous donner des informations sportives. D'abord, on commence par le sport pour tous, le Matedesi qui remporte la coupe du ministre des Sports en volleyball. Oui, c'était en volleyball et le ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation et de la sécurité qui a remporté pour la 2e fois ce trophée, alors que nous allons voir les images. Et il faut dire que le Matedesi qui est ici en rouge et bleu était le détenteur du trophée et cette équipe du ministère de l'administration territoriale a battu la présidence par le score de 3-7 à 1. La présidente qui a tenté par tous les moyens de mettre fin à la suprématie du Matedesi, mais elle n'est pas arrivée. Et le Matedesi qui, outre le volleyball, parce qu'il y avait d'autres trophées, a remporté le tournoi Maracana et aussi il y a le ministère des Sports qui a remporté le tournoi en pétanque. Il y avait 3
compétitions, le volleyball, la pétanque et le maracana. Et puis il y a également le week-end électoral dans les structures fédérales, notamment le renouvellement sous tension dans certaines fédérations. Oui, c'était un peu chaud au niveau de la pétanque et du rugby aujourd'hui, et même hier aussi c'était houleux au niveau de l'escrime. Et malgré ces débats houleux, Maké Kaboré remplit pour 4 ans au niveau de la pétanque. Au rugby, c'est Roland Boro, la première femme pour le moment présidente des fédérations qui prend les commandes pour 4 ans. Et elle était âgée dans l'ancien bureau. Et il y a aussi au niveau de l'athlétisme où Francis Frédéric Sidibé a été reconduit, tout comme au taekwondo avec Tienbo Zongo. Et au niveau de handball, c'est Stéphane Kendelbeo qui succède à Alain Patrick Paré. Et tout cela sera développé dans le magazine des sports demain. Magazine des sports qu'on retrouvera autour de 21h. Merci à vous, Mamadi Wena, d'être passé nous donner cet éclairage. À dimanche prochain pour un autre week-end, un dimanche de sport. Merci à vous. Voilà, et puis pour terminer cette page triste, Adama Ouedraogo, notre collègue décédé avant-hier, conseiller en sciences et techniques de l'information, repose désormais au cimetière de Tabtenga. La levée de corps a eu lieu cet après-midi à la morgue de l'hôpital national d'Algado Ouedraogo, suivi de l'enterrement. Zumbaviel Dabiré a assisté à ses obsèques. C'est ce vendredi 18 novembre 2016 que la flamme de notre confrère Adama Ouedraogo s'est éteinte. Le jeune ingénieur de son, précédemment en service à la télévision nationale du Burkina, est décédé des suites d'une longue maladie au centre hospitalier Yalgado Ouedraogo à l'âge de 34 ans. Adama Ouedraogo a été accompagné ce dimanche au cimetière de Tabtenga par de nombreux parents, amis et collègues. Adama Ouedraogo, vos collègues et supérieurs retiennent de vous un collaborateur affable, disponible, dévoué et plein d'initiatives. Vous nous quittez au moment où votre maison, la RTB, a besoin de tout son personnel pour relever des défis nouveaux. Votre départ constitue donc une grosse perte pour nous. Travailleur infatigable, toujours disponible, ses collaborateurs gardent de lui des souvenirs inoubliables. C'est un cadre travailleur, humble. C'est quelqu'un qui ne se fatiguait pas de poser des questions à ses aînés pour mieux comprendre et pour mieux collaborer avec le reste du service. On est vraiment sous le choc et tout ce que nous pouvons lui souhaiter, c'est que son âme repose en paix. Voilà, que vraiment la terre lui soit légère. Adama Ouedraogo laisse derrière lui une veuve et une fillette inconsolables. Paix à son âme. C'est tout pour ce journal. Merci de votre attention. Très bonne suite de programmes sur la RTB. Au revoir.